Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre, aujourd'hui enregistré dans le studio du Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste photographe Mathieu Gafsou. Bonne écoute. Mathieu, tu es artiste photographe, tu vis et travailles principalement à Lausanne. Tu passes par un master en philosophie, littérature et cinéma avant de te spécialiser en photographie à l'école d'art appliqué de Vevey. Ton travail s'inscrit dans une dimension à la fois documentaire et artistique qui interroge les tensions sociétales contemporaines, les relations entre les individus et leur environnement techno, socio, écologique et économique. En 2009, tu reçois le prix de la fondation HSBC pour la photographie et le musée de l'Élysée t'invite à participer à l'exposition Régénération 2. En 2014, c'est ta série Only God Can Judge Me qui est mise à l'honneur au musée de l'Élysée. Ton travail est également présent aux rencontres de la photographie d'Arles en 2018 avec la série H+, qui explore la thématique de l'humain augmenté et du transhumanisme. En 2022, tu remportes le prix de la maison Ruinart lors de Paris Photo avec la série Vivant. Tes travaux les plus récents se concentrent sur les thématiques du réchauffement climatique et de l'IA avec les séries Élégie et Chimère. Pour clore cette introduction, j'ajoute que tu es professeur à l'ECAL et membre fondateur de l'agence de photographie MAPS. Si tu veux corriger des choses sur ce bref CV... Il y a un truc chelou, il y a quelqu'un qui fait un machin bizarre avec la table ou avec le... je touche rien. Il y avait un petit bruit, un petit bruit. ça peut être mon nez. Je pense que c'est mon nez qui siffle. Je sors d'un rhume. Il y a un bruit étrange, les gars. Pardon. Alors non, il n'y a pas grand-chose à corriger. Évidemment, quand on lit un CV comme ça, ça a l'air super. Peut-être que la réalité est différente. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Très Alors, je te propose qu'on revienne sur les études supérieures, sur les arts appliqués, l'apparition de la photographie peut-être dans ton parcours qui était peut-être pas à l'origine ton chemin non, pas du tout. Privilégié. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Je savais une chose avant de commencer mes études, c'est que je voulais pas servir vraiment à quelque chose, en tout cas pas d'un point de vue du marché et de ce genre de choses. Donc j'ai choisi des études plutôt littéraires, en n'ayant pas grande idée de ce que je voulais faire. En Suisse, il faut prendre 2 branches enseignables pour garder cette roue de secours. Donc je l'ai fait. J'avais la philo et la littérature que je pouvais enseigner si jamais au lycée plus tard. Mais j'en avais pas du tout envie. Et puis, comme beaucoup d'étudiants littéraires, j'étais un peu oisif, j'avais du temps pour moi. Et il se trouve qu'un caprice de post-adolescent, c'est-à-dire l'achat d'un appareil photo, a débouché sur réellement la naissance d'une passion. Mmh. Donc, en fait, j'ai découvert que j'aimais la pratique autant, voire davantage que la théorie, que ça me rendait certainement plus heureux. Et ça s'est un peu imposé. Mais ça tient à pas grand-chose parce que, pendant mes études, j'ai bossé dans le journalisme. Pour payer mon appart et tout ça. Je faisais des piges. Ouais. Du secrétariat de rédaction, on appelle ça en Suisse. C'est donc, tu fais les titres, les légendes, tu choisis les photos, tu mets en page, tu réécris les papiers quand ils sont mal torchés, ce qui arrive souvent. Et donc, quand j'ai écrit à l'école de photo de Vevey, j'étais en train de finir mon master et ça faisait 2 mois que les inscriptions dans l'école étaient closes et quelqu'un s'était désisté. Ils m'ont pris un peu comme ça, par hasard. Et tu avais déjà, du coup, une pratique autodidacte de la photographie. J'avais une pratique autodidacte, j'avais appris à développer mes films, à construire une petite série, un peu cuculapraline et romantique, mais j'avais des bases qui ont fait que j'ai pu directement entrer dans une formation dite supérieure qui est plus censément artistique pour des photographes ayant déjà ce qu'on appelle en Suisse un CFC, c'est-à-dire un diplôme professionnel de photographe. Tu peux nous parler de cette école, justement, en quelques moi, j'ai suivi un cursus qui dure 2 ans, où grosso modo, 1 semaine sur 2, tu as un workshop avec un artiste, un intervenant, qui t'aide à développer ta pratique à travers le prisme de la sienne, évidemment, en général. Et l'autre semaine, c'est des cours théoriques. C'est vrai que moi, j'avais une chance, c'est que j'étais un peu plus âgé que les autres, vu que j'avais déjà fait 6 ans d'études littéraires. Que je savais ce que je voulais faire et que j'étais plus à un âge où on va à l'école d'art de façon scolaire. Donc, j'ai pris aussi ce qu'il y avait à apprendre pour moi. Et donc, c'était génial, effectivement. Ça m'a permis d'aller plus vite pour comprendre comment ça fonctionnait. Et tu penses que c'était important de faire cette école-là ? T'as pas pensé à faire l'école d'Arles ou à faire d'autres masters Non, mais j'étais vraiment très candide, c'est-à-dire je connaissais rien. Ouais, d'accord. J'avais déjà l'impression que j'étais un usurpateur en arrivant à l'école de photo de Vevey. D'accord. C'est vrai qu'un truc qui a été pas facile,
C'est quand tu étudies pendant 6 ans des artistes, des écrivains, des auteurs qui sont à l'université mis sur un piédestal de façon permanente, comme s'ils étaient inatteignables, intouchables et sacrés. Quand tu dois toi-même tout d'un coup te mettre dans la posture de l'artiste, ben tu te sens pas légitime. Mmh. Donc je me sentais déjà extrêmement récompensé d'arriver dans cette école et je voyais des gens qui étaient vraiment des praticiens. Alors ils n'avaient pas le même bagage théorique, c'est clair, et pour eux la question se posait pas de faire les choses. Moi c'était plus compliqué. D'accord. Et comment ça se passe tes premiers pas justement quand tu sors de l'école? Bon, moi j'ai quand même eu pas mal de chance en fait, parce que mon boulot de diplôme qui s'appelle Surface, c'est un boulot de photographie documentaire sur la Tunisie, qui est le pays d'origine de mon père. Je gagne un prix en Suisse l'année de ma sortie de l'école, le prix du Photoforum Pascal, et puis c'était 5 000 francs je crois. Et l'année suivante le prix de la fondation HSBC. Avec ces 2 prix, je me suis dit ça va être super, ma carrière démarre et tout ça. Ça a été effectivement plutôt plus compliqué que ça. Et je dirais en étant sincère que les portes ouvertes de mon atelier la même année m'ont certainement ramené plus d'argent pour vivre que ces 2 prix. D'accord. Mais voilà, faut découvrir le métier, quoi. Mais c'est une sacrée prise de lumière très très tôt à la sortie de l'école, quoi. Oui, moi je venais pas du tout d'un milieu connecté à l'art contemporain en général, et donc j'avais aucune notion de comment ça fonctionne, à la fois du point de vue, je dirais, du business, quoi, de comment on fait de l'argent là-dedans, et de l'importance du relationnel dans ces métiers. Donc moi je croyais que c'était la seule carte de visite qui allait être importante, c'était mon travail. Donc j'ai peut-être un peu galvaudé à ce moment-là l'impact qu'auraient pu avoir ces prix sur ma trajectoire. D'accord. Parce que j'étais candide. Et je vois aujourd'hui mes étudiants à l'école, mes étudiantes et mes étudiants, ils sont vachement moins candides. Et ils se posent beaucoup plus de questions sur le marché et sur comment ils vont s'inscrire dans le marché. Moi, je reste d'ailleurs un petit peu idéaliste et c'est ce qui fait certainement que je suis encore photographe aujourd'hui parce que j'aime vraiment passionnément ce métier, mais voilà, c'était un parcours assez intense. Et du coup, peut-être, est-ce que tu as un mot à dire justement sur comment il aurait fallu que tu fasses J'aurais dû relancer les gens qui m'ont donné leur carte de visite, et que j'aurais dû faire ce genre de choses. J'aurais dû ne pas aller me cacher dans les toilettes au moment où on voulait me présenter une galeriste américaine qui voulait voir mon travail. J'aurais dû faire ce genre de choses. C'est vrai qu'aussi en vieillissant, on est moins timide. Moi, ça va mieux, mais au début, c'est quand même intense. Tu t'es face à des gens qui viennent de milieux où on a l'habitude de faire ce genre de choses. Moi, c'était pas du tout mon cas. Donc, j'ai dû apprendre, quoi. J'ai dû apprendre sur le tas et j'ai galvaudé 2-3 trucs, certainement. C'est pas grave, hein, d'ailleurs. Je me morfonds pas là-dedans. Et quand tu dis j'ai dû apprendre, il y a d'autres professionnels ou je sais pas, des gens qui te cooptent, qui te montrent un peu le chemin justement pour naviguer là-dedans. Il y a un peu, en tout cas, il y a des photographes de ma génération qui gravitent. Enfin, on est en Suisse romande, la scène photographique est assez riche, vivante. On s'entend bien les uns avec les autres, donc on échange sur nos trajectoires respectives. Il y avait effectivement quelques photographes plus âgés. Mais bon, chaque trajectoire est aussi un petit peu différente. Il y en a qui ont des momentum aussi. Voilà, on a des hauts, des bas dans des carrières. C'est difficile d'évaluer. Ce d'autant plus qu'en général, c'est un milieu où les gens viennent à toi. C'est-à-dire que si tu viens à eux, c'est que t'es déjà un peu. On va voir que t'es un peu en galère, quoi. Donc ça le fait pas. T'as eu des moments de bas justement? Je pense. Ouais. C'est sûr, même maintenant, on peut dire, même si j'expose, je fais des trucs, c'est sûr que je suis pas au même haut que quand je sortais de mon expo à Arles en 2019 et que tout le monde parlait de mon projet beaucoup de gens parlaient de mon projet dans le petit milieu de la photographie sur le transhumanisme. Il faut dire que c'était une très belle expo et puis que, elle s'était bien fait remarquer aussi à ce moment-là. Ouais, c'était cool. C'est parti des très très chouettes expos des rencontres. Ouais, moi en tout cas c'est sûr que ça m'a bien servi dans ma carrière quand même. Mais c'est vrai qu'on vit moi j'ai le sentiment qu'on vit de ce point de vue-là dans un monde qui est tellement concurrentiel, où il y a tellement de monde, un désir de nouveauté tellement grand, qu'en fait rien n'est jamais, j'ai le sentiment, je me trompe un peu, rien n'est jamais totalement acquis. C'est clair qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 15-20 ans quand j'ai commencé, j'ai plus de réseaux, les gens me reconnaissent. Quand je vais à Paris Photo, j'ai plus l'impression d'errer dans un truc qui me déprime complètement parce que les gens me disent bonjour, parce que t'échanges et puis que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et peut-être j'y mets un peu moins d'affect. J'ai compris que c'était professionnel. Il n'en demeure pas moins que la phrase est trop longue et que j'ai oublié le début de ma phrase. Est-ce que tu penses pas que t'es aussi un peu devenu un personnage
Quand tu te balades à Paris Photo, justement. Tu trouves tes marques, en tout cas. Tu trouves je pense de toute façon, on a tous, quelles que soient les circonstances, on s'adapte au contexte dans lequel on s'inscrit. Et c'est clair que le milieu de l'art, c'est quand même un milieu où les artistes ont le rôle des amuseurs publics. On est les bouffons du truc, donc on doit jouer ce rôle-là. Du coup, je suis perdu. Où est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie. T'allais là ? C'est ça, j'allais sur comment un sujet apparaît et puis où est-ce que tu produis. Enfin, voilà. Donc, là, quand tu dis un sujet, c'est l'idée d'un projet, quoi. Ouais, c'est ça. La genèse. Ouais, ça n'a pas toujours été complètement conscient et rationnel. J'ai fait, par exemple, si je prends l'exemple, j'ai fait un projet sur le milieu de la drogue à Lausanne. Ouais, c'est le projet Only God Can Judge Me, c'est ça? Ouais. Mais non, parce que t'en parlais on allait commencer les contrepétries déjà. Non, parce que tu disais, enfin toi Thibaut, c'est aux rencontres d'Arles, etc., que vraiment ça explose. Mais quand tu es aux rencontres d'Arles avec la série sur le transhumanisme, t'as déjà aussi cette série-là avant qui a bien circulé. Alors oui et non, parce qu'en fait, elle parlait quand même d'une thématique qui emmerde les gens. Ouais. C'est-à-dire qu'un collectionneur, il a pas envie de la gueule d'un toxicomane dans son salon. Donc en fait, j'ai on peut dire une forme de reconnaissance institutionnelle avec un des bons musées européens qui a exposé la série In Extenso, ça c'est super. Mais après, il y a pas forcément beaucoup de gens qui reprennent. En galerie, c'est difficile parce que ça se vend pas. Mm-hmm. C'est trop documentaire, même s'il y a des images qui sortent un peu de ce qu'on pourrait appeler le documentaire dans ce projet, c'est pas facile à vendre, quoi. Donc l'idée, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour le milieu de la toxicomanie et en général dans la photographie, il y a toujours cette question de ce qui est invisibilisé, ce qu'on ne voit pas et qu'on rend à nouveau visible à travers la photographie. Et je trouvais super intéressant aussi pour moi qui ai pas mal travaillé dans le documentaire de m'intéresser à quelque chose qui soit vraiment à côté de chez moi. C'est-à-dire de dire, OK, Lausanne, et il y a des univers à Lausanne, dans cette petite ville ennuyeuse comme tout, qui doivent être explorés. Et il y avait aussi ce souci-là de redonner une forme de noblesse à ces gens qu'on méprise ou qu'on veut pas voir. J'aime bien la littérature américaine, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je venais de lire un livre qui s'appelle La famille royale, dont l'écrivain m'échappe maintenant, William Vollmann. Et j'avais été fasciné par un groupe de prostituées qui sont les reines en fait de Los Angeles. Bref. Après, je me suis aperçu avec les années qu'au fond, il y avait beaucoup de choses liées à l'angoisse qui étaient le moteur de mes projets. J'ai travaillé sur le transhumanisme, c'est la mort qui est derrière comme question. J'ai travaillé sur l'écologie, on retrouve la même idée. Quand j'ai travaillé sur l'Église catholique, c'est pareil. Quelle stratégie on met en œuvre pour faire face à nos angoisses existentielles? Et au fond, à travers tout ça, c'est mes propres problèmes qui ressurgissent évidemment dans ces travaux, mes propres questionnements, disons. Et ça, mais au début, c'est pas forcément rationnel. Puis, quand je choisis mes projets, des fois, il y a une part d'opportunisme, il y a une part de contextuel. Par exemple, le travail sur l'Église catholique, c'était lié à une mission photographique. Il fallait s'inscrire dans un territoire. C'était pertinent dans ce territoire-là de s'intéresser à cette question. Donc, tout est pas complètement non plus linéaire. Et je pense que c'est difficile de tout expliquer simplement. Et t'as pas de protocole, c'est-à-dire que ok le sujet se choisit de manière intime presque finalement. Enfin, ouais, il faut que je sois convaincu du truc. Après, je fais des lectures, j'essaie de voir si ça va être possible, si j'y crois. Okay. Et cette question d'y croire, je trouve, quand tu te lances pour 1, 2, 3, 4, 5 ans des fois dans un projet, si t'y crois pas, c'est perdu d'avance, quoi. Ça t'arrive des fois d'avoir un regret. Non, d'un regret, je sais pas. D'être allé au bout du projet, de faire j'y croyais pas. Non, mais plusieurs projets gros qui ont duré longtemps, j'avais envie de les arrêter au milieu. J'y croyais plus, personne veut bosser avec toi, t'avances pas. Et des projets qui ont eu du succès quand même? H+, par exemple. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que moi, j'autofinance la plupart de mes projets. De temps en temps, t'as une petite bourse. J'aime pas trop les résidences. J'ai une famille, c'est compliqué à gérer. J'ai pas envie qu'on m'oblige à créer je sais pas où, ou alors que moi, j'ai besoin de bouger pour faire mes images. Donc, il faut aussi avoir le temps de faire les projets artistiques. Donc, entre les commandes, un peu d'enseignement, t'as pas toujours le temps. Il y a des périodes où t'as beaucoup de temps, mais ces périodes, elles sont rares finalement. Donc, tu glisses du temps pour faire tes trucs. Puis, en fait, ce qui, paradoxalement, occupe le plus de ton temps, c'est quand même ce travail artistique. Et puis, le suivi du travail, les expos, les mails, les machins, ça prend un temps considérable. Donc, en fait, voilà, il faut aussi réussir à le faire, quoi. Mmh. Et par rapport à cette peur de l'échec ou de plus y croire, de pas y arriver, je pense que c'est normal, en fait. Dans tout processus créatif, il y a des moments de faille, quoi, où on n'est pas en confiance avec soi, où on trouve pas le bon langage. Il y a une dimension exploratoire et des fois, ça marche pas très bien.
Et trouver la bonne forme à la fin, moi, ça me prend du temps. Quels sont les freins que tu peux avoir en plus de ça, en plus de tes propres... Les freins qu'on a, c'est souvent nos peurs. Alors ça, j'ai pas mal travaillé là-dessus, de pas être trop limité par mes peurs. Après, on sera toujours limité par qui on est. C'est-à-dire, on peut pas aller... Je trouve que c'est intéressant, la création artistique, parce qu'on est toujours confronté à nos limites, et qui sont souvent nos limites, nos peurs. On essaye de tirailler, de lutter un petit peu avec tout ça. Évidemment, on changera pas qui on est. Mais je trouve que d'être sur ces autres frontières où on chatouille un peu nos peurs et nos limites, c'est intéressant. Évidemment, chez moi, il y avait la peur des autres. Enfin, en tout cas, la timidité, qui est le truc le plus évident. Il y a d'autres choses plus personnelles et intimes qui entrent en ligne de compte. Et l'environnement créatif, comment tu gères aussi la possible influence que les autres pourraient avoir sur ton travail, ou toi, l'influence que tu pourrais avoir sur le travail des autres? Est-ce que c'est quelque chose que je me questionne pas mal. Tu t'es confronté parfois? Ouais, on est confronté. On est forcément contaminé par son époque. On est forcément contaminé par des choses qui nous ont plu, qu'elles soient historiques ou contemporaines. On n'en a pas toujours conscience. Et il m'est arrivé de me dire, purée, ça ressemble quand même vachement à ça. Et il n'y avait aucune intentionnalité d'imitation dans le processus créatif. Et c'est vrai que ça, des fois, j'essaie de faire un peu gaffe à ça. Et comment tu gères ça? Par exemple, si tu repères que vraiment, t'as fait un boulot qui ressemble à celui d'un copain, ou d'ailleurs pas d'un copain, comment tu gères? Un mec que t'aimes pas, comment tu fais? Si je l'aime pas, je m'en fous. Normal. Non, mais effectivement, est-ce que du coup c'est disqualifiant pour le travail? Est-ce que tu essaies de le modifier? Non, mais des fois, ça veut peut-être dire que je suis un peu perdu aussi. Ouais. Ça veut aussi dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire, ou etc. Ou alors, effectivement, moi, je me souviens de l'exemple aussi d'un camarade d'atelier, Mathieu Bernard Raymond, qui avait sorti une série dont le nom m'échappe maintenant, mais il avait utilisé des courbes de la bourse, par exemple, qu'il a incrusté dans le paysage en 3D. Et il se trouve qu'après lui, il y a un autre photographe qui s'appelle Michael Nadjar, quelque chose comme ça, a fait la même chose. Le fumier. Et il a vachement plus cartonné au niveau financier. Ouais. Alors qu'il avait fait le même boulot. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'il a copié Mathieu Bernard Raymond ou pas, on saura jamais. Il y a aussi des trucs d'époque, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui sont dans l'air du temps. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire de l'art, les impressionnistes, ils se ressemblent quand même un peu. Est-ce qu'ils se sont plagiés les uns les autres, ou est-ce qu'ils sont simplement les enfants de leur époque? Effectivement, ils s'influencent mutuellement. Après, je pense aussi que des fois, on manque de recul, de toute façon, pour vraiment avoir conscience de ces choses-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est pas, ça questionne, ouais. Et est-ce que tu as remarqué que ton travail avait infusé un peu le travail des autres aussi? C'est dur à dire, ce serait prétentieux de le faire. Non, j'ai pas l'impression particulièrement. Après, je m'inscris dans un horizon qui fait qu'il y a des trucs qui peuvent ressembler parfois, évidemment, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais été vraiment choqué par un truc. Non, parce que t'as cartonné dès le début, donc. Ouais, j'ai pas cartonné. Non, mais ton travail a été très très vu dès le début, donc ça crée aussi un peu des écoles entre guillemets. Ouais, c'est-à-dire que d'un coup, les gens qui sont un peu à l'école avec toi, qui se disent putain, ça marche vachement bien. Alors ça, il y a eu des trucs comme ça, mais moi je pense que les premiers travaux, c'est ceux où on est complètement sous influence. C'est vrai que quand je sors mon projet Surface, j'ai Stephen Shore dans la tête, Joël Sternfeld, Mathieu Bernard Raymond qui était sorti de l'école 4-5 ans plus tôt. Il y a des trucs de l'école, la façon, le rendu, argentique, peu de contraste, peu de saturation. C'est des trucs que beaucoup de gens faisaient. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être complètement unique en le faisant. Rétrospectivement, je me rends bien compte que t'es dans l'imitation. Mais ça, je le dis souvent à mes étudiantes et mes étudiants, c'est, au fond, l'imitation, elle fait aussi d'une certaine partie du processus. Après, on essaye d'autonomiser un peu le langage. Il sera jamais complètement autonome. Il sera toujours dans une espèce d'interpicturalité, liée à d'autres boulots, mais au début, c'est super fort et c'est normal. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on reconnaît une patte Veuve parfois dans les boulots, dans les portfolios, les machins. Ouais, tout comme on reconnaît une patte Arles complètement en photo. Et puis, après, c'est plus facile, la patte Arles. Je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Tu vois, il y a un chien, puis il y a une main. Quoi. mais moi, je trouve finalement, on voit quand même l'école et même, même le master photo de la fac de Paris 8, moi je trouve qu'on reconnaît. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des étudiants, il y a des typologies de travail qui sortent. Bien sûr. Et les étudiants, ils regardent un petit peu ce que font aussi les écoles.
C'est clair. C'est clair qu'à l'école, j'ai pas mal d'étudiantes et d'étudiants qui viennent parce qu'ils veulent faire de la mode ou du luxe, parce que c'est une école qui forme très bien les gens pour ça. On peut parler de de Tunas. Est-ce que tout le monde veut seulement la thune. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu touches ton argent? Tu parles des les choses légales ou illégales? que légales. Tu nous dis que t'es prof. Alors je suis pas vraiment prof. C'est la seule chose que j'aurais pu corriger. Je suis chargé de cours. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Et donc, par exemple, la l'école où j'enseigne, 1 à 2 jours par mois, donc c'est pas énorme, j'envoie des factures comme un indépendant. Donc, je suis vraiment chargé de cours, j'ai pas de salaire, j'ai pas de retraite associée à ce poste. L'école fonctionne beaucoup comme ça parce qu'elle veut garder des praticiens. Alors après, la journée est bien payée. C'est, je peux le dire, hein, c'est 800 € par jour en ce qui me concerne, donc c'est des sommes importantes. Mais toujours dans une forme, malgré l'importance de la somme, de précarité en termes de structure de l'emploi et tout ça. Je fais des commandes qui peuvent être de l'architecture, des commandes créatives qui sont intéressantes. Quand on te donne des cartes blanches pour bosser sur un truc, où tu parlais de l'IA tout à l'heure, c'est une commande de l'Université de Lausanne. Voilà, donc là, la palette est assez large. Ça peut être du commercial, mais c'est très très rare et c'est pas tellement mon truc. Et puis évidemment l'art. Donc l'art, c'est les ventes et puis les retombées indirectes qui sont les droits d'exposition qui se généralisent quand même de plus en plus, ce qui est vraiment une bonne chose parce que j'ai quand même perdu pas mal d'argent en faisant des expos au fil des années. Si je pouvais au moins arriver à une espèce de neutralité du bilan à la fin, ça peut être cool, quoi. T'emballes pas non plus. Ah non. Tout doux. Oui, parce que c'est peut-être moins le cas maintenant, mais tu disais au début, tu autoproduis beaucoup de choses. Non, mais même toujours, en fait. Alors, là, je viens de finir un boulot, mais c'est une mission photographique. Donc oui, j'ai reçu une bourse de 20 000 balles pour le faire. Mais même, en fait, si on compte le temps que j'ai passé à faire ce truc, l'investissement, les coûts liés à ça, ça paye même pas le projet, hein, ces 20 000 balles. Donc, même avec 20 000 balles de bourse, je pense que je suis déjà en déficit. Donc, tous les autres projets qui sont vraiment autofinancés, évidemment, qu'il y a voilà, c'est du temps qui n'est pas payé. Bon, ce qui est pas problématique pour moi, hein. J'aime cette indépendance aussi. En Suisse, il y a très, très peu de financement pour les projets qui sont en cours. Ça commence à venir, mais c'est très rare. Et c'est vrai que, on a pas mal de facilités, peut-être plus qu'en France, pour financer un livre, par exemple. Il y a pas mal de sponsoring possible. Tu trouves de l'argent. Les expos, tu trouves aussi des soutiens si c'est pas dans une galerie commerciale, évidemment. Mais pour le soutien à la création comme ça, qui a un risque, en fait, un risque d'échec, l'économie protestante suisse aime pas trop ça, quoi. C'est pas très rassurant, non. Il n'y a pas non plus de statut d'artiste en Suisse, etc., etc. Je suis comme un indépendant standard, en fait. T'as des galeries? Alors, j'ai une galerie qui est en Suisse et en France, qui est la Galerie C. Ok. Avec laquelle je travaille depuis longtemps. Avec un accompagnement dont je suis très heureux parce que c'est une galerie qui pour moi, fait vraiment le travail. Ok. C'est-à-dire, oui, ils m'exposent, mais ils essaient de me vendre. Ça marche des fois, ça marche pas toujours. Ça dépend pas que de la galerie, hein, ça dépend aussi un peu de moi et si je fais des trucs à côté. Et puis, il y a aussi cet accompagnement logistique. Alors, si tu fais des trucs à côté, tu parles il t'arrive un événement, tu vas faire une monographie quelque part, tu sors un livre, ouais, et la galerie accompagne avec une expo, avec un événement. Voilà, ce genre de choses. Et puis, disons, moi, je me rends compte que je parlais de ma candeur et tout ça. C'est clair qu'en tant qu'artiste, tu vas davantage vendre si tu entretiens un peu du lien avec certaines personnes qui peuvent soit t'acheter directement, soit te faire acheter ton travail. Et ça, c'est un truc, faut que je bosse encore un peu. J'y travaille un petit peu. Mais ça demande beaucoup d'énergie quand même. Et moi, des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas à être sur tous les fronts en même temps. Parce que j'ai pas l'impression d'être un glandeur. Je pense que je travaille pas mal. Alors, j'ai une façon de travailler qui peut être un peu spéciale parce que je peux travailler jusqu'à minuit un jour et puis aller faire un peu de vélo le lendemain matin. Mais au final, je travaille quand même 50 à 60 heures par semaine, je pense, qui me semble largement assez. Et pourtant, j'ai l'impression que j'arrive pas à tout vrai. Je suis toujours en retard, en fait. Je suis toujours un peu sur le fil, quoi. Donc ça, c'est problématique. Et est-ce que la galerie remplit le rôle du point de vue extérieur? Comment t'accompagne la galerie et si c'est pas le cas, qui t'accompagne un peu sur? Est-ce que t'as besoin d'un point de vue extérieur sur ton travail déjà? Ah, de ce point de vue-là. Alors oui, je pense que mon galeriste, le galeriste suisse, le fondateur de la galerie, Christian Egger,
m'a bien secoué 2-3 fois Ouais. à propos de mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux. Notamment par rapport à cette question des peurs dont on parlait tout à l'heure. Il sait aussi dire quand un travail lui semble moins fort. Ce qui est pas toujours agréable à entendre, mais me semble quand même assez précieux. Surtout que son avis, je l'estime, donc ça c'est quand même quelque chose de bien. Il peut se tromper quand même ou Oui, parce que maintenant j'ai aussi compris la nature de ses goûts. Il aime l'intensité, des choses très émotionnelles. Donc quand on entre dans des choses plus plastiques et formelles, et ce qui m'arrive aussi, peut-être c'est moins son kiff, mais il n'en demeure pas moins que moi, il m'a aussi poussé dans des directions que j'aurais peut-être pas osé. Enfin, en tout cas, il a participé avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que cette question des regards extérieurs, elle est quand même assez essentielle. Donc, moi, je partage un atelier avec d'autres photographes qui ont aussi une pratique artistique. Mais des fois, je me demande si l'amitié n'est pas un frein à l'authenticité de la critique, quoi. S'il faut pas une espèce de barrière à distance. Donc, des fois, je suis un peu en manque de vraies critiques un peu dures. Moi, je fais partie de ces gens qui supportent, je prends toujours un coup quand on dit que mon boulot va pas, mais ça me donnera toujours envie d'aller de l'avant pour faire mieux. Je fais pas partie des gens qui se font casser par ce genre de choses. Je sais qu'il y en a, si on est trop brutaux, ben ça coupe les ailes. Moi, ça me donne envie de faire pousser des nouvelles ailes. D'accord. Tu participes à des concours, des appels à candidature, alors, les concours, etc., plus à trop. résidence et autres projets comme ça qui nécessitent... Mais oui, quand même, ouais. des dossiers. Ouais. Oui, ben là, je suis en train d'en rédiger un pour une bourse en France, donc plutôt du soutien à la création. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive beaucoup moins qu'en début de carrière. Bah déjà parce que les 3/4 des prix, je peux plus y participer parce que j'ai dépassé le seuil fatidique des 40 ans. Ouais. Ensuite, parce que c'est aussi une économie qui est pas toujours très correcte. Je veux dire, moi, par exemple, les prix qui demandent des filles, qui demandent de payer pour participer, je trouve que c'est quand même souvent problématique. Au final, ces prix-là, quand ils ont beaucoup de participants, ils investissent 0 pour le prix. Ils ont juste tous ces pauvres photographes qui rêvent de visibilité, qui participent. Donc ça, c'est un truc, voilà, je fais plus. Et aussi, je pense qu'il y a des prix maintenant. Je suis à un niveau de carrière où je suis plus au bon endroit pour participer. Donc il y a beaucoup moins de prix pour les mi-de-carrière. Il y en a. C'est des gros machins. Donc 1 ou 2 fois par année, soit on t'invite à y participer, soit tu peux. C'est pas toujours ouvert non plus d'ailleurs. Et puis c'est un peu la loterie, quoi. C'est-à-dire que gagner un prix, ça devient plus rare. J'en ai pas gagné beaucoup, mais disons, c'est encore plus rare maintenant. Par contre, je pense que pour les bourses, pour certains trucs, tu sens que tu as une légitimité, une crédibilité qui font que statistiquement, ta chance de réussite, si tu torches un bon dossier, est quand même plus élevée qu'avant. Ça, c'est clair. Et je pense que malgré tout, il y a toujours cette idée qu'un nom qu'on a déjà vu, qu'un nom qu'on connaît, ça rassure un petit peu un jury. Alors évidemment, faut pas tomber sur un jury qui déteste ton taf, ce qui arrive de temps en temps. Mais si tu es dans un environnement pas trop hostile, ça aide quand même. Parce que tu parlais tu disais j'accepte bien les retours, etc., même négatifs, c'est constructif, etc. Parce que j'imagine que des refus à ce genre de candidature, de dossier et autres, au bout d'un moment, ça va, ça te casse pas. Je pense que prends pas de manière personnelle. Il faudrait lire l'empreinte négative des CV des artistes. En fait, nos CV, ils sont encore beaucoup plus longs dans les échecs que dans les réussites, en tout cas en ce qui me concerne. Et moi, j'ai appris un peu à me blinder, même si, en fait, des échecs et des petites humiliations, t'en subis un nombre. Moi, j'en ai subi un nombre considérable. Et je dirais, aujourd'hui, le temps de digestion de ce genre de choses est devenu plus court. Ouais. Et on s'habitue un petit peu. Je m'habituerai jamais complètement, mais on s'habitue un petit peu. Il n'y a pas des moments où tu le prends un peu perso quand même? Des fois, c'est un peu perso, je pense. Des fois, moi, des fois, je comprends bien, tu vois, ce que tu dis, ouais, il y a plein d'échecs, je suis d'accord, et tout, et puis on se blinde et tout va bien. Puis il y a des fois... Des fois, c'est perso, parce que tu sais que le contexte, tu commences un peu à connaître le milieu, tu peux savoir que c'est perso aussi. Oui, il y a bien sûr. une inimitié, il n'y a pas d'affinité lective avec certaines personnes qui sont là-dedans. Tu veux dire du mal de quelqu'un, peut-être? Ouais, non, mais tu vois, moi, je suis un lâche. Je vais pas le dire comme ça. On en parlera abondamment après l'interview. Très bien. Bon. Ok. Je suis un peu déçu. Est-ce que tu... Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'agence Maps, etc. L'agence Maps, c'est super intéressant. Donc, elle est un peu en train de mourir, d'ailleurs. Ouais. Et donc, c'est intéressant. Mais c'est dans l'idée de t'interroger sur concrètement ta journée, tu vois, entre ton poste de chargé de cours,
ton boulot strictement personnel, les réponses à dossier, etc., pas la candidature, et cette agence-là, est-ce que ça ramène du fric aussi? Est-ce que c'est sous cette écriteau-là que tu fais des boulots plus de commandes, etc.? Est-ce que ça occupe de la place dans les journées ou pas? On peut revenir déjà sur ce que c'est. Bah alors l'agence MAP, c'est entre une agence et un collectif de photographes. Alors qui a été au départ, le noyau dur, c'était des transfuges de l'agence Vue, qui étaient plus complètement satisfaits pour des raisons que je connais pas très bien. Un transfuge de l'agence Magnum, et qui ont essayé de ratisser un peu plus large que le milieu du photojournalisme, avec quelques personnes comme moi qui ont des travaux qui s'inscrivent plus dans le champ de l'art contemporain, même si j'ai un lien au documentaire qui est clair. Et puis l'idée m'a séduit, je me suis mis dans ce groupe au début, et puis il y avait pas mal d'ambition. Ça a bien marché, on a pu engager quelqu'un qui distribue nos travaux à la presse. Alors moi qui avais très peu bossé avec la presse, alors j'ai pas fait de commande pour la presse, j'en fais je pense 1 ou 2 par année, plutôt pour des magazines américains pour une raison que j'ignore, mais qui est peut-être liée à un vieux truc, c'est cette exposition Régénération, qui avait un peu tourné aux États-Unis, et depuis j'ai 1 ou 2 commandes par année pour des magazines américains, mais sinon j'ai jamais fait de presse. De toute façon ça paye. Moi je vis en Suisse, donc en fait si par exemple je sais qu'1 ou 2 fois le Monde m'a appelé pour faire un sujet en Suisse, puis quand ils m'ont dit combien ils allaient me payer, bah en fait en Suisse ça me permet pas de vivre, ça me permet de perdre de l'argent. Alors raconte combien ils payent le Monde pour faire un... Je crois que là pour le sujet c'était quelque chose comme entre 200 et 400 euros, je saurais plus dire combien. Toute cette bonne moula. Hein? C'est ridicule, effectivement. Ouais, c'est un peu ridicule. C'était genre 250 euros, je pense, pour une journée de reportage, ou 300 euros. Donc, j'ai pas pris le job. Ouais. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que, on a moins de charges en Suisse qu'en France, les indépendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un photographe a pas mal de charges parce que t'as du matos, t'as machin. Donc, moi, pour mettre 1 franc dans ma poche, il faut que j'en gagne 1,80, mettons. Ouais. Et donc, pour vivre en Suisse où le coût de la vie est très cher, si je veux mes 5-6 000 francs suisses qui sont le minimum vital pour tourner, c'est pas, ça peut paraître étrange en France, où ce serait un très gros salaire. En Suisse, ça l'est pas. Eh ben, je dois faire 10-12 000 francs de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal. Donc, à coût de 200 euros, on n'y arrive pas. Ouais, bien sûr. Là, on parle concrètement. Ouais, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, t'es pas obligé de donner les chiffres. Non, mais je m'en fous, ça m'intéresse. Moi, je pense qu'il y a un peu trop de tabou dans le milieu de la photo autour de tout ça. Autour de l'argent, en fait. Moi, je me souviens de tous les workshops que j'ai eu de gens passionnants à l'école de photographie de Vevey. Personne nous a dit qu'en fait, ils venaient donner ces workshops parce qu'ils avaient besoin de la thune. Oui. Ils étaient là, nos galeries, ma galerie, machin. Puis en fait, ils vendent 2 tirages tous les 6 mois qui les font pas du tout tourner. Et puis, c'était la réalité, même s'ils avaient une belle visibilité. Moi, j'avais des yeux de biche comme ça en croyant que c'était là, ils flottaient dans un monde éthéré génial, de cocktail en cocktail, avec l'argent qui leur tombait dessus, avec le travail incroyable. C'est un peu, évidemment, une réalité qui fonctionne pas. Il y en a pour qui ça fonctionne. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais je pense qu'ils sont assez peu nombreux, et je dirais que il y a la qualité du travail qui est un des facteurs déterminants. Et puis, il y a d'autres choses qui sont ton origine sociale et ton réseau. Oui, le capital. Enfin, moi, c'est ce que je lis beaucoup à travers les différents portraits qu'on a pu faire, enfin les différents échanges, c'est que quand même, ce qui est ultra prédominant dans la facilité ou non d'avoir une réussite artistique, je parle même pas de carrière au long cours ou autre, c'est vraiment le capital social de départ qui va conditionner beaucoup de choses, cette facilité à connaître la connaissance. Le capital économique aussi, parce qu'en fait, si t'as pas besoin de taffer, c'est quand même plus facile de donner du temps à ton activité artistique. C'est sûr. Et c'est quand même le cas de certains artistes et de talent pour certains. C'est pas une question, il n'y a pas de jugement. Si tu veux, je leur en veux pas de leur situation et tout ça, mais je pense que c'est exactement, les chances sont pas exactement les mêmes. Justement, parlons de représentation. Toi, est-ce que tu vas faire les vernissages? Est-ce que tu vas à des rencontres? Est-ce que est-ce que tu réseautes? Ça dépend de mon énergie, de ma capacité à faire face. Donc, il y a des périodes, des années ou des mois où j'y arrive et où j'essaie de le faire. Et des fois, ça porte un peu ses fruits. Et il y a des périodes où ça me coûte trop d'énergie et j'y arrive simplement pas.
T'avais des pièces présentées à Paris Photo, là, à la Galerie C? Non, pas cette année. Pas J'ai cette une année. expo dans la Galerie C à Paris. Et voilà, ce sera pour l'année prochaine. Et, Mais j'y suis allé quand même. Là, et j'ai du bossé coup- cette année. bah, du coup, ouais, c'est ma question. T'es venu à Paris Photo? Je suis venu à Paris Photo. J'ai fait quelques rendez-vous qui sont bien passés pour Ouais. montrer un nouveau travail que j'ai fait en Suisse. Mhm. Et donc, ouais, il faut faire le taf. Et c'est vrai que je suis revenu content. Je suis parti démotivé et désespéré et je suis revenu quand même content. Et est-ce que tu fais chaque année les rencontres d'Arles? Non, mais je m'impose de le faire au moins une année sur 2. Mais j'aime bien, enfin, je trouve que les rencontres d'Arles, c'est assez festif. Moi, j'aime bien faire la fête. Je trouve que c'est aussi une fête des photographes, même si on n'est pas exposé. Ouais. Et je me sens des fois un petit peu plus à l'aise aux rencontres d'Arles que à Paris Photo, où j'ai l'impression que c'est le monde de l'argent. Auquel dans lequel je suis qu'une très petite partie. D'accord. Et toi, justement, t'as pas de... Des fois, t'as pas des jalousies, justement, quand tu vas à Arles et puis tu regardes le travail des copains, des machins, ça t'arrive jamais d'être... Non, ça c'est ok. Des fois, c'est dur quand il y a un boulot que tu trouves merdique de voir qu'il a du succès. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un truc qui t'énerve? Ouais, des fois, ça m'énerve. Par exemple, le travail de qui, par exemple? Non, je veux pas blesser comme ça. Non, je sais pas. Non, non. Ah, tu t'es présenté vraiment en toute discrétion. Non, mais tu Ah peux... bon Dis pas, non? Non, non. Non? Bon, Non, d'accord. non. Ok, peut-être qu'il est dans une galerie. Non, mais je veux blesser connaît. personne. D'accord. Ça doit être ça. Mais par contre, on discutait vite fait en off. Paris, c'est important. Toi, tu vis et tu travailles à Lausanne. Donc, c'est 3h40 de TGV de Paris, donc c'est pas le bout du monde. Ouais. Ouais, Paris, Que c'est tu as pris exprès pour venir nous voir. Ouais. Ouais. Et je te remercie. Ben, Paris, c'est important, je pense. C'est important dans le milieu de la photographie, en tout cas, parce que je dirais la France en général, parce que, ben, justement, Paris Photo et Arles, c'est quand même 2 grands rendez-vous en Europe de la photographie, presque incontournables. C'est difficile d'exister sans. Ouais. Après, j'ai quand même cette chance de pouvoir jouer sur 2 tableaux. C'est-à-dire qu'étant francophone, je peux quand même me démerder à Paris, même si je vois bien que ce serait beaucoup mieux de vivre à Paris, d'être en contact avec les gens. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même une scène suisse avec des institutions que Photo Élysée, mais il y a aussi le Centre de la photographie de Genève, le Forum Pascal à Bienne, le Festival Image à Vevey. Une densité, en fait, de lieux qui montrent de la photographie dans un petit territoire assez grande, avec aussi des opportunités. Et ces gens-là nous portent aussi des fois en dehors de la Suisse. Donc, c'est à la fois un inconvénient pour moi de pas vivre à Paris parce que je suis pas connecté au grand milieu de la photographie. Et en même temps, je peux jouer sur 2 tableaux. D'accord. Donc, c'est pas si mal. D'accord. Mais ça fait partie quand même d'une place centrale qui est quand même capitale d'investir Oui. Ouais, je pense quand pour même. développer son. Oui, son travail. c'est évident. Mm. Il n'y a pas d'aussi grandes institutions. Après, c'est vrai que pour moi qui viens même si je suis à moitié français, qui ai toujours vécu en Suisse, il y a un fonctionnement relationnel en France qui est un tout petit peu différent qu'en Suisse. Plus pyramidal, plus courtisan. Donc moi qui suis habitué à cette plus grande horizontalité suisse avec cette petite réserve protestante que j'arrive très bien à négocier, je dois m'adapter, mais ça va mieux maintenant au fonctionnement parisien. Et ça se passe toujours bien, les expos et les... Ça dépend ce que tu entends par ça se passe bien, quoi. Ça veut dire si on parle d'argent, si on parle de succès d'estime, si on parle de voilà, c'est Non, moi, toi, t'es déjà dans le résultat presque de l'exposition. Moi, je pense même dans l'élaboration de l'expo. Ok. Parce que moi, j'ai un rapport particulier à ça. Pour moi, l'expo, c'est pas le projet, le meilleur moment du projet, c'est quand je vois l'expo sur le mur avant qu'il y ait personne dans la galerie. Et après, c'est du travail. Et donc, tu me demandais si c'était des réussites, c'est ça? Si ça se passait toujours bien. Ah. Dans l'espoir que tu me dises non, des fois ça se passe mal, et que tu nous dises après une anecdote galères que j'ai eues en d'un expo. moment où ça a été vraiment galère avec probablement quelqu'un. Il y a eu des trucs marrants, quoi. Il y a eu des trucs. J'avais un accrochage à la bibliothèque universitaire de l'université de Fribourg, mais c'était juste que les gens étaient un peu des bras cassés, quoi. Donc c'était tellement lent et misérable cet accrochage que j'ai attendu la pause déjeuner pour accrocher l'expo tout seul parce que j'avais 5 personnes là pour moi et rien se passait. Sinon, j'ai eu des galères de prod, comme on peut tous savoir, c'est-à-dire le truc qui vient pas à temps, le verre qui est cassé dans le cadre le soir, qu'on découvre ça le soir avant Paris Photo, des trucs comme ça. Oui, ça c'est des petites angoisses qui font que tu passes des nuits un peu plus difficiles. Ça, je pense, c'est quand même assez fréquent.
Après, des catastrophes dans des expos, j'en ai pas eu, je crois. Comme je suis un type angoissé, moi, j'arrête si je franchis un seuil de risque, ça, c'est plus gérable. Donc, j'ai ce truc contrôlant qui fait que j'essaye quand même de faire en sorte que ça fonctionne. Mais donc, ouais. Non. Après, j'ai eu des expos un peu nuls, quoi. Ça, j'ai fait des expos de merde où j'ai accepté des trucs que j'aurais pas dû, où c'était mal produit et tout ça. Donc, voilà. Tiens, d'ailleurs, parlons de refus. Est-ce que tu penses que c'est important de refuser les projets? Est-ce que maintenant tu refuses beaucoup ou est-ce que tu n'as toujours pas de discernement? Comment ça se passe? J'essaye d'avoir un soupçon de discernement, même si c'est pas mon point fort. Non, mais il y a des gens qui je refuse des trucs. Je refuse des trucs. Après, c'est jamais facile de refuser. Déjà, il y a quand même plusieurs impératifs qui président ce genre de décision. L'argent que tu as sur ton compte au moment où on te propose un truc qui est peut-être un peu relou, mais qui paye. Voilà, il y a plein de choses concrètes qui se jouent. Ouais. Donc, moi, je me dis toujours qu'un projet de merde que personne verra, ça laissera pas de mauvaise trace. Donc là où il faut faire gaffe, là où je fais attention, c'est s'il y a un soupçon de visibilité et que je sens que c'est scabreux. Et ça, j'essaie de refuser. D'accord. Ou les autres trucs, c'est où je sens qu'une personne va m'embarquer dans une histoire pas possible. Ça, je me suis fait embarquer par des gens très passionnés qui avaient pas de moyens et puis tu te retrouves en galère. C'est super en début de carrière. Maintenant, non, j'ai plus l'énergie, non. D'accord, je vois. C'est vraiment ce que vit Marceau avec moi tout le temps. Il a l'air d'avoir gardé l'énergie. On arrive à la fin. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on a oublié de dire, quelque chose que tu... On n'arrive pas à la fin, dis-moi. Si. Quelque chose, un aspect qu'on n'a pas évoqué. J'en sais rien. La dernière fois, quelqu'un nous a dit « Ah, on a oublié de parler que j'étais à Yellow Corner. » Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, genre... ça, j'ai refusé, par exemple. Tiens donc. Je suis assez contre ce genre de truc, par exemple. Ah, d'accord. Tu veux dire du mal de Yellow Corner? Ça, je peux, par contre. C'est pas une personne. Disons que c'est toujours le problème de la rémunération des artistes. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui tournent, mais parce qu'en fait, elles exploitent le rêve de visibilité d'artistes qui sont, je pense, au final, pas très bien rémunérés. Donc voilà, mais peut-être que s'ils en vendent 10 000 de leur tirage, ils gagnent mieux leur vie que les autres artistes. Mais... Tout à l'heure, tu parlais des lectures de portfolio, on peut le dire. Tu parlais des photographes qui payaient la visibilité. Ouais. On peut parler du coup des lectures de portfolio. Moi, j'en ai fait. J'imagine que toi aussi, t'en as fait même. Ouais, j'en ai fait au début surtout. Moi, disons que j'étais pas habitué à la franchise française, en tout cas. Quand on me dit... ton boulot, c'est un peu comme l'artiste que j'ai dans la galerie, mais en moins bien. Donc, je vois vraiment pas à quoi tu sers. C'est vrai qu'en début de carrière, c'est pas super encourageant quand, évidemment, ce que cette personne disait était au fond pas complètement faux. J'avais pas encore le niveau de l'artiste en question, mais voilà, c'est normal quand tu débutes, quoi. Tu sors à peine d'école, t'as encore énormément à apprendre. Donc, oui, j'ai jamais payé pour des lectures de portfolio. Et c'est vrai que les rencontres d'art le font, je sais. Après, c'est assez ciblé. Je peux comprendre ça. Les gens qui lisent les portfolios sont payés d'ailleurs. Donc au moins ça. Encore une fois. Une nouvelle fois, vraiment le dernier payé. Faut être du bon côté du bureau. Après, je vois pas comment on pourrait faire dans un festival, à l'inverse, comme les rencontres d'art, si c'était pas payant, parce qu'ils ont tellement de demandes. Je crois que le jour de publication des lectures de portfolio, c'est déjà rempli, quoi. Ouais, en plus, oui. Évidemment. Mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim. Ouais, mais tu fais un tri aussi. Et comment tu fais le tri? C'est l'argent qui fait le tri, c'est pas forcément la qualité du travail. Non, pas forcément. Ouais, c'est vrai que c'est en l'occurrence assez cher, je crois. Je connais pas les prix, mais c'est cher. Mais du coup, c'est peut-être si c'est la dernière question, c'est tout. Mais comment tu fais aujourd'hui pour faire parler de toi, de ton travail, etc. C'est la galerie qui prend beaucoup ce relais un peu diffusion. Toi, par exemple, je pense aux réseaux sociaux ou à des mailings, des newsletters. Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Il y a effectivement quand même le travail qu'on fait soi-même. Je pense qu'il est capital et déterminant. Ouais. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un petit peu une plaie, mais j'essaye de m'y mettre. Mais je trouve que c'est chronophage et ça nous demande encore un truc de plus. J'essaie de pas trop spammer les gens, donc je fais 2 newsletters résumés par année, 2 ou 3. Mais je pense que,
c'est mon côté vieux jeu, hein, mais le contact direct relationnel avec des gens est ce qui marche le mieux, quoi. Toutes mes opportunités concrètes les plus importantes de ma carrière ont été liées à des rencontres avec des gens. Et c'est pour ça qu'on parlait de Paris Photo ou de Arles. Moi, faut venir, quoi. Faut venir, faut montrer ton truc, faut avoir ton petit portfolio avec toi s'il y a le moment pour le montrer ou pas. Réactiver un peu le réseau de temps en temps, etc. Je pense que là, j'ai quand même plus en début de carrière, donc je connais quand même des gens, je me comprends bien compte de qui je peux activer peut-être à un moment ou un autre. Certaines personnes, on est devenus un peu amis ou en tout cas potes, et ça change aussi, ça rend moins violent cette relation. Je pense que les premières années, elles sont hyper dures parce que tu t'es face à un espèce de mur, t'as pas de relationnel avec les gens, etc. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez le travail et toutes les informations de Mathieu sur son site gafsou.ch ainsi que sur son compte Instagram gafsou_m. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie pour l'accueil, le soutien et l'enregistrement, ainsi qu'au Centre Pompidou qui nous a ouvert les portes de son studio. Retrouvez toutes les informations et actualités du podcast sur notre compte Instagram @santid.cast. Vous y retrouverez toutes nos informations pour les futures publications sur Spotify et YouTube, ainsi que nos futurs invités. À la présentation, c'était Thibaut Brunet et Marceau Truffaut. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.